Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Fabrique de l'information, le rendez-vous de France Culture consacré au décryptage du travail journalistique et à l'analyse des récits médiatiques. À quelques jours de la 79e édition du Festival de Cannes où le monde du cinéma va défiler sous les flashs du tapis rouge, on s'intéresse à celles et ceux qui restent dans l'ombre, prêts à livrer leurs regards et sanctions souvent éclairés sur un film, les critiques de cinéma. Un genre qui a accompagné les évolutions du 7e art, un exercice qui tient toute sa place sur la Croisette où il dispose même de sa semaine, mais en dehors des projecteurs du mois de mai, que reste-t-il de son influence ? Comment la critique a-t-elle évolué depuis son âge d'or des années 60 ? Quelle est la légitimité de ceux qui sont en position de donner à tous leurs avis ? Et dans quelle mesure peut-on parler d'une extension du domaine de la critique avec le développement de multiples formats, youtubeurs, podcasteurs, tiktokers ? Comment les distinguer des influenceurs ciné dans un secteur en crise où les salles peinent à se remplir et où les grands studios tentent de verrouiller toute mauvaise appréciation? Quelles sont les missions de cet exercice ? Cinéma, à quoi sert la critique ? Une grande question et il fallait bien 4 invités en studio pour y répondre. Charlotte Garçon, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef adjointe des Cahiers du cinéma. Vous connaissez également assez bien cette maison en intervenant régulièrement dans les midis de France Culture ainsi que dans l'émission hebdomadaire Plan Large. À vos côtés, Charles Bosson, bonjour. Bonjour. Vous êtes critique de cinéma et de séries, réalisateur de documentaires et ancien programmateur de l'émission Le Cercle sur Canal+, qui existe toujours. Vous venez de lancer le podcast Overtime qui est lui consacré à la critique des séries. Judith Berlanda-Beauvalet, bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour le média en ligne Écran Large et vous êtes aussi créatrice de la chaîne YouTube Demoiselles d'horreur qui croise frisson et féminisme. Enfin, Antoine Debec complète ce casting. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, critique de cinéma et professeur à l'École normale supérieure. Vous avez été rédacteur en chef des Cahiers du cinéma et des pages culture de Libération. Et vous avez également publié de nombreuses biographies sur les grandes figures de la nouvelle vague. Vous avez maintenant le programme complet de l'épisode 36 de la Fabrique de l'information. Et oui, 36 déjà, le temps court. Mais nous vous remercions pour votre écoute, votre fidélité et vos messages, parfois critiques, il faut bien le dire, mais toujours dans un esprit constructif. Attention, moteur demandé, ça tourne au son. Bonsoir, ici François-Régis Bastide et Bernard Deutsch qui vous présente une émission consacrée au cinéma qui est Le Masque et la Plume. On prend quoi ? La guerre des étoiles, le film de George Lucas. Allez-y. Le public, généralement, n'a pas plus de 20 ans. Le gros du public, ce sont des adolescents qui voient le film avec leurs joints, leurs cigarettes de marijuana en poche. Chers invités, chers amis, bienvenue au 77e Festival de Cannes. Celui qui revient le plus fréquemment et qui est un grief directement adressé au festival, c'est que ce serait le haut lieu de l'entre-soi. Oui, c'est totalement vrai, sauf que ça n'est qu'une infime partie de ce qu'est le Festival de Cannes. C'est surtout là où on va pour découvrir énormément de films et surtout des films dont on ne sait encore rien, souvent de jeunes cinéastes, de jeunes metteurs en scène. Cette semaine, le biopic d'une idole, Michael Jackson. Et c'est un lisse, mais c'est effroyable quoi. Le film a été comme expurgé de tout ce qui pourrait déranger dans la vie de Michael Jackson. Je trouve vraiment votre question déplacée et imbécile. Lorsqu'Écran Large a demandé aux attachés de presse si des projections étaient prévues, ceux-ci nous ont répondu que Blanche-Neige n'a pas été créée pour répondre aux attentes cinéphiliques de la rédaction. Mais voilà, sinon, à part ça, c'est pas non plus l'éclate. Donc, je vous invite, vous maintenant désormais, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du retour du diable s'habille en Prada. Et je vous invite aussi, comme d'habitude, à liker cette vidéo, à me suivre sur tous les réseaux. Et le problème qui se pose, c'est que les distributeurs sont en train de se faire des listes de médias qui, régulièrement, sont critiques envers les blockbusters. Et c'est très grave si on commence à les exclure complètement de la cinéphilie sous prétexte qu'ils sont trop critiques. Êtes-vous payé pour dire du bien de Disney ? Si on l'était, j'aurais pas écrit ma critique de Wish. Enfin, tu peux appliquer ça à beaucoup de critiques. Alors le Festival de Cannes commence mardi, certains d'entre vous vont s'y rendre, d'autres y sont allés, d'ailleurs plusieurs dizaines de fois par le passé. Charlotte Garçon, qu'est-ce que ça représente cet événement pour le milieu de la critique, le Festival de Cannes ? Alors, le milieu de la critique étant quand même assez hétérogène, je peux dire à peu près, pour moi, ce qui représente avant tout, c'est quand même un lieu où voir beaucoup de films et donc avoir une impression un peu de saison cinématographique sur ce qui va sortir tout au long de l'année à venir. Vous voulez peut-être dire qu'est-ce que c'est quand on y est, quand on est dans la marmite Quand on est dans cette marmite, vous, en représentant, donc je le rappelle, les Cahiers du cinéma.
À part un enfer sur Terre organisationnel et de... Non, c'est vrai que c'est étrange, justement, cet entre-soi dont parlait d'une des personnes qu'on a entendues. Oui et non, c'est-à-dire qu'on a chacun une sorte de programme personnel qu'on se fait, on se fraye à travers la forêt de films. Mais c'est vrai qu'on est, pour une fois dans l'année, on côtoie beaucoup de critiques. Alors que dans la vie normale, on est assez esseulé quand on est critique. C'est même parfois le but de choisir ce métier. Antoine Debec, on sait que justement à Cannes existe depuis les années 60, je crois, la semaine de la critique, elle est en marge du festival, mais le sens de ma question, c'était aussi de penser qu'à Cannes, on a l'impression que la critique a un poids très important. Il se dit même que sur la Croisette, parfois, une critique peut donner droit de vie ou de mort à certains films. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est une légende ? Il faut relativiser, mais en tout cas, c'est vrai que ce qui est frappant à Cannes, c'est le côté un peu abrupt. On sort d'une projection, à peu près les projections de presse, vous avez 500 ou 1000 critiques qui sont réunies, comme le disait Charlotte, c'est exceptionnel. Et puis, on donne un avis en sortant du film. On essaye de l'argumenter, c'est le moment où commence l'argumentation, les discussions. Bon, ça, c'est vraiment un jeu critique depuis toujours, hein, discuter des films en bande, en groupe. Et tous les groupes, comme ça, discutent des films. Et puis, le lendemain, ça paraît dans la presse. Alors, pour les cahiers, c'est le mois d'après. Mais pour Libération, quand j'y étais, il fallait écrire tout de suite. Donc ce côté, cet exercice critique qui est à la fois extrêmement stimulant, extrêmement excitant, il est aussi parfois un peu brutal, hein, il faut le dire. Et il y a des films qui ont une réception critique extrêmement mauvaise à Cannes. Parfois, ça change. Moi, j'ai le souvenir de Sauf qui peut la vie de Godard ou de Mulholland Drive, qui n'avait pas été vu à Cannes et puis qui tout d'un coup est devenu le film de l'année quand il est sorti 6 mois plus tard ou 3 mois plus tard. Et là, c'est justement parce que la critique a compris, a revu le film. Cannes, c'est vraiment, on voit le film tout de suite et il faut délivrer immédiatement. Ouais. Ça, c'est pour ça qu'on a l'impression que dans ce festival, peut-être Charles Bosson, la critique résonne peut-être plus fort. La critique est indispensable à cet endroit-là, puisque les films ne sont pas encore délivrés au public, et que moi je me rappelle quand j'étais gamin et que je lisais les quotidiens, par exemple Libération, c'était une passion de se jeter sur le Libé tous les jours pour voir qu'est-ce que les critiques avaient pensé. C'était une façon de décrire. Il n'y a pas encore de bande-annonce, il n'y a pas encore d'image. Donc, quelque part, ce premier bruit critique, il est absolument indispensable. Et il n'est pas encore confronté à une expérience de spectateur. Donc, cette fabrique, puisque l'émission s'appelle La Fabrique, elle est indispensable pour les cinéphiles parce que, c'est le premier bruit, c'est la première température. Il y a une certaine virginité des films quand ils arrivent à ce moment-là à Cannes et on les découvre et ensuite, on va les attendre. Et ensuite, il y a un temps qui va travailler. Les films ont un accueil, un type d'accueil. Et puis parfois 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an après, ce bruit a un peu changé, c'est nuancé, c'est transformé. Je pense à l'exemple du film de Coppola, Mégalopolis, que tout le monde attendait. Oui. Bon, quand il arrive, très critiqué. Très critiqué. En fait, quand il arrive à Cannes, c'est un petit peu panique à bord. C'est-à-dire qu'on sent que qu'est-ce qu'on va en dire, on veut pas se rater, on est passé à côté du film. Enfin, pour ma part, certains, voilà. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, quels sont les outils. Donc, on s'appuie un peu sur les lectures des autres. Et à ce moment-là, je pense que c'est un des moments les plus vivifiants pour la critique parce que on regarde un peu les copies, le bruit justement des autres, et on compare, on affine. C'est un moment très humble, je trouve, le Festival de Cannes. Alors, humblement, Judith Berlanda-Beauvalet, c'est quoi une bonne critique ? Voilà, alors une bonne critique, en fait, c'est, je pense, la critique qui va essayer de s'appuyer à la fois au maximum sur un petit peu la spécificité du médium et qui va pouvoir analyser le film comme objet strictement cinématographique, mais qui va aussi pouvoir avoir un regard sur sa place dans l'industrie, sur le contexte dans lequel il sort, parce que on aimerait parfois avoir une sorte de critique complètement pure qui ne considère que le film pour ce qu'il est comme objet artistique, mais en fait, la vérité, c'est que c'est jamais complètement séparable en fait du contexte dans lequel il arrive, du contexte dans lequel il a été produit. Donc c'est de réussir à avoir une sorte de double regard sur à la fois le contexte et l'œuvre en tant que telle.
Vous confirmez peut-être, Charlotte, sur cette définition-là, ou vous avez peut-être la vôtre ? Oui, le contexte, moi j'avoue que je ne prends pas toujours tellement en compte quand j'écris, mais cette impureté, elle est fondamentale de toute façon dans la critique. Donc il n'y a rien de... voilà, parfois il est très important, parfois le film nous arrive comme avec un écran de contexte, justement, on n'arrive pas à le voir. Mais moi, la plupart du temps, je m'informe le moins possible, à vrai dire, sur le film que je vais voir. Et il y a quand même un effet de sidération, quoi qu'on sache autour. Et c'est cet effet-là qu'il va falloir travailler après et qui, à mon avis, donne la chose des petites choses singulières, disons, qu'on peut essayer de tirer, des petits fils. Alors c'est intéressant, vous dites je m'informe le moins possible avant d'aller voir un film. Si l'ensemble du public fait comme vous, il ne lit pas vos critiques. On n'est pas rendu. Antoine Demecq, on voit que les critiques sont parfois accusés par l'industrie du cinéma parce qu'ils auraient justement un avis qui serait trop fort, trop violent. Pourtant, si on rentre un peu et si on revient un peu dans l'histoire, historiquement, cette critique, elle a joué plutôt un rôle de légitimation d'un art qui était décrié. Oui, c'est vrai que les premiers critiques dans les années 10-20, ce sont d'abord des gens un petit peu en marge. Hein. C'est pas du tout la pensée intellectuelle du moment, l'académisme. Ce sont des gens qui sont un petit peu en marge, souvent des artistes ou alors des érudits comme ça, comme Louis Deluc était un artiste, ou Canudo aussi, ou alors le critique important du temps, un quotidien qui s'appelle Émile Vuillermoz. C'était un critique musical à l'origine. Donc voilà, ce sont des gens qui sont un petit peu sur la marge comme ça et qui vont, parce qu'ils ont cette passion pour le cinéma, dire le cinéma est important. Le cinéma, c'est un art. Pourquoi ils disent ça ? Parce que d'une part, vous avez donc un milieu intellectuel, culturel, académique qui méprise énormément le cinéma. C'est-à-dire que voilà, c'est une sorte de divertissement d'ilote, un opium du peuple. Ça, c'est vraiment ça rend stupide, ça rend amorphe la population. Ça rend amorphe ces masses qui vont se précipiter dans les salles. Et puis d'autre part, vous avez aussi la corporation du cinéma, notamment du cinéma français en France, qui dit voilà, les films, il faut les défendre. Et cette critique, elle va dire oui, on défend les films, mais quand ce sont des films qui nous plaisent, quand ce sont des films qu'on juge esthétiquement, artistiquement importants. Et c'est dans ce cadre-là que la critique naît. Et ce qui me semble très important, et on peut dire que la critique, elle existe à un moment quand il y a eu un grand procès qui a été assez connu à l'époque, en tout cas on en trouve des traces dans les journaux, où un producteur important du cinéma français a fait procès à un critique, à un texte critique, parce qu'il jugeait que c'était une insulte et qu'il faut défendre les films. Il faut défendre les films. Et ce critique dit non, moi j'ai pas aimé ce film, donc ce n'est pas une insulte, c'est des arguments pour dire. Et effectivement, juridiquement, on donne raison aux critiques, et c'est la naissance d'une certaine manière du droit à la critique. On peut critiquer un film, y compris contre l'industrie, y compris contre les intellectuels qui jugent le cinéma indigne. Donc voilà, ce moment ouvre, on va dire, la légitimité presque juridique du droit à critiquer. Et on voit là c'est quelque chose de très important. De très important. Puis la puissance de l'influence de la critique, si elle donne lieu non pas à l'indifférence mais à un procès, c'est qu'on voit qu'à ce moment-là, elle était peut-être un peu plus écoutée qu'aujourd'hui. On en reviendra sur son évolution. Mais déjà, pour définir c'est quoi un critique, on a du mal à le savoir, Charles Bosson. Est-ce que c'est un journaliste ? Est-ce que c'est un universitaire ? Est-ce que c'est un artiste ? Alors la pratique de la critique, elle est très diverse, elle est très large. Il y a les chroniques, il y a les éditos, il y a les portraits, il y a les nécros, il y a la critique vraiment des films. Et effectivement, aujourd'hui, après le Covid, après un moment de grande fragilité de l'industrie du cinéma, ce discours dont vous parlez revient un peu, c'est-à-dire on se méfie de la critique, on va dire, négative, et on entend de plus en plus des émissions, des gens qui se targuent de ne pas taper sur les films ou de dire du bien des films, ce qui pour moi est vraiment une aporie et quelque chose d'extrêmement triste, puisqu'effectivement, je pense que la grande liberté du critique, c'est toujours d'élaborer un objet qui est vraiment dans la continuité d'une impression profonde. J'ai vu récemment un documentaire sur le New Yorker, on voit un grand critique qui s'appelle Richard Brody,
qui prend des tonnes de notes, qui a une grande barbe, qui part vraiment comme une espèce de termite et qui veut rien entendre, qui va se cacher dans sa grotte pour écrire son article. On est tous un peu comme ça, on se reconnaît tous un petit peu. Enfin, en tout cas, moi, je me suis reconnu un peu dans ce portrait-là. Effectivement, ne pas écouter ce bruit-là. La critique n'est pas du côté de l'industrie, même si elle en a besoin, parce qu'il faut être invité aux projections de presse, il faut arriver à Cannes, il faut avoir un badge d'une qualité suffisante pour avoir accès aux projections. Et je crois qu'il y a plusieurs niveaux. Absolument. Et moi, j'ai commencé vraiment très bas, donc je peux vous en Cannes, parler. C'est la cour de France. C'est ça. Non, mais c'est intéressant. Vous avez justement parlé de la nature de cette critique. Il y a peut-être un cliché qui est de penser, Charlotte Garçon, qu'une critique doit forcément être négative pour être bonne. On a toujours tendance à croire que le critique, il faut qu'il tape et qu'il tape fort. Alors parfois, il peut taper juste, mais ça colle un peu à la peau. Peut-être ça vient même du mot critique, où tout de suite on entend plutôt le côté négatif que positif. Oui, mais c'est peut-être parce que cette part d'évaluation qu'il peut y avoir dans un texte critique, c'est celui qui se voit le plus, parce qu'on cherche comme ça un peu quelque chose de vivifiant et en réalité, c'est peut-être cette part qui se périme le plus, et notamment en festival. C'est-à-dire qu'on peut avoir un avis basé sur ses humeurs et sur les circonstances de projection qui va effectivement, comme disait Charles Bosson, se transformer. Mais souvent, on est requis, nous, de dire ce qu'on en pense, de donner des étoiles, etc. Et c'est quelque chose de difficile de faire comprendre qu'en fait, nous aussi, on cherche ce qu'on veut dire sur le film à travers l'écriture et dans le mouvement du texte même. Donc, en fait, une notation, quelle qu'elle soit, des étoiles ou des petits pouces ou des je ne sais quoi, c'est anti-critique d'une certaine façon. Pourtant, c'est ce qu'on vous demande en permanence, votre top 3, votre top 5, etc. On est constamment dans une volonté de hiérarchisation, comme si ça pouvait se simplifier en un oui-non. Oui, et puis je crois que l'attention des gens aussi est très sollicitée aujourd'hui avec les différents réseaux sociaux, et donc il faut avoir très vite accès à une sorte de température. Donc je pense que ces notes, ces grimaces, ces choses qu'on dessine au sommet des critiques permet une espèce de premier accès, mais effectivement, il ne faut jamais oublier que ça n'est vraiment pas grand-chose. Et ce qui est triste aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même toute une partie, notamment TikTok ou ces médias-là, qui finalement ne font un petit peu que ça. C'est-à-dire c'est vraiment juste le niveau 5 étoiles, le niveau 4, le niveau 2, le niveau 1. Bon, après, il y a un moment, il faut continuer à développer ce qu'on peut faire sous la forme d'aphorismes courtes, mais ça, c'est vraiment un travail à développer. Évidemment, parce que tout ça, ça demande du temps, et les formats dont on vient d'évoquer sont des formats très courts, où il faut instantanément capter l'attention des spectateurs. Mais je trouve aussi que c'est important, ces formats courts, et d'ailleurs, ils font partie de l'histoire de la critique. C'est dans les cahiers du cinéma en 1955, donc c'est pas très récent, qu'apparaissent les étoiles, entre 1, 2, 3, 4 étoiles. Et voilà, on demande à une dizaine de critiques de donner leurs étoiles. Et ça, je veux dire, c'est bien que la critique se donne des armes. Et elle a plusieurs armes. Il y a évidemment l'écriture critique, qui est, moi je trouve aussi quelque chose qui est très subjectif. Et c'est aussi la rencontre entre une subjectivité et un film. Voilà, c'est aussi un exercice littéraire, d'une certaine manière, c'est la critique. Et c'est la deuxième arme, c'est de bien connaître évidemment son métier. Et ça, pour ça, on a inventé, ça aussi c'est quelque chose qui est important dans l'histoire, en 1954, l'entretien au magnétophone avec un cinéaste. Voilà, et la critique se fonde souvent sur la connaissance intime des cinéastes. C'est quelque chose de l'entretien au magnétophone, c'est-à-dire un entretien au long cours. Au long cours, avec un cinéaste qui va défendre son point de vue, qui va parler de sa vision du monde. Ce sont Truffaut et Jacques Rivette qui vont voir Jacques Becker. C'est le premier entretien au magnétophone qui va être suivi par des milliers et des milliers d'autres. Aujourd'hui, c'est vraiment un mode de la critique qui est très courant. Et puis, les étoiles, je trouve que c'est quand même quelque chose... Ça permet d'avoir comme ça des registres d'écriture et de jugement de goût, en fait, qui sont très divers. Et la force de la critique, c'est précisément de les tenir tous ensemble. Alors, et c'est peut-être aussi un des problèmes d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore la place pour faire tout ça, quoi? Alors, je rebondis sur le tous ensemble et sur Truffaut, parce que ce qui colle aussi à l'image de la critique, et là on va revenir un peu à l'histoire des cahiers du cinéma, qui est quand même la grande histoire, le titre peut-être qui nous vient en premier lorsqu'on parle de critique de cinéma, de ce milieu aussi très proche entre ces critiques qui deviennent des réalisateurs, ces réalisateurs qui sont peut-être des critiques. On voit qu'ici,
on a l'impression que c'est un même milieu, peut-être dirait-on, qui se serre les coudes, Antoine Debec. Disons que c'est un même milieu, c'est pas nouveau, hein, les cahiers du cinéma n'ont pas inventé le fait de passer de la critique au cinéaste. Mais c'est vrai qu'il y a dans la philosophie des cahiers du cinéma l'idée que, d'une certaine manière, écrire un texte et faire un film, c'est un peu la même chose, hein, en fait. Hein. Donc il y a une continuité qui fait que, évidemment, voilà, on va retrouver Truffaut, Godard, Rivette, Romer passer de la critique à la réalisation. Après, moi, je pense que la critique soit un petit milieu. Évidemment, enfin voilà, je pense que c'est comme tout milieu intellectuel, si vous voulez, c'est un petit milieu, mais que la critique s'adresse à un public large, ça par contre c'est quelque chose qui est important et quand on est dans ce moment de l'âge d'or critique des années 60, hein, vous avez vraiment un support critique qui, entre les revues de cinéma spécialisées, les quotidiens, les hebdomadaires, tous les journaux grand public, hein, les journaux de masse, comme voilà, France Soir, par exemple, ils ont leur rubrique de cinéma, ils ont leur critique de cinéma, France Roche et Robert Chazal, qui sont des vedettes de la critique et qui écrivent dans France Soir. Donc, voilà, c'est évidemment un monde, voilà, à Cannes, tout le monde se rencontre, tout le monde se connaît, c'est un petit monde, mais en même temps, ce qui compte, c'est que ce monde soit ouvert sur des films qui soient différents, et c'est vrai qu'il y a ça existe dans la critique, c'est-à-dire que ce n'est pas le même son de cloche partout. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites dans l'extension, c'est-à-dire qu'ensuite, les grands journaux, les grands quotidiens vont vouloir aussi avoir leur page avec les critiques qui vont venir s'agréger à ce journal. Donc on voit qu'il y a les revues spécialisées qui naissent à peu près au lendemain de cette Seconde Guerre, qui sont peut-être d'ailleurs une grande spécificité française, parce qu'il y en a beaucoup, il y a une culture de la presse cinématographique et de la critique. Ça s'étend donc dans les différents quotidiens. On va voir aujourd'hui si ça ne s'est pas réduit, évidemment, et essayer de le comprendre pourquoi, mais ça s'étend aussi sur Internet. Et c'est ça que vous représentez aussi, Judith Berlandin-Beauvalet, avec votre média, entre autres, Écran Large, qui n'a pas tout de suite été adoubé ou admis, ou il y avait un peu un combat de légitimité à avoir. Peut-être que vous le menez toujours, d'ailleurs, ce combat. Oui, non, absolument. On observe qu'il y a encore quand même une grande séparation qui se fait dans l'esprit des gens, en tout cas de certaines personnes, entre la presse écrite et la presse web, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projections presse. Donc pour rappel, les projections presse, c'est celles dans lesquelles en fait les journalistes, ou en tout cas les médias, sont invités pour voir des films en avant-première et pouvoir préparer à l'avance leur publication, leur critique, avoir le temps d'écrire, de digérer aussi le film. Il y a des projections presse dont on nous refuse l'accès en disant c'est pas pour la presse web. Ces projections ne sont pas pour la presse web, sous-entendu vous ne verrez pas le film en avant-première, ce genre de choses. Parfois c'est pour de vrai, parfois c'est une vraie excuse parce qu'il y a des distributeurs qui n'ont pas envie de nous voir dans leurs projections, justement parce qu'on est réputé pour avoir un avis tranché. Mais moi je trouve ça extrêmement important en fait aujourd'hui d'avoir une critique qui s'étend justement sur un nombre de formats extrêmement diversifiés. Moi je sais que j'adore par exemple à Écran Large pouvoir écrire tout simplement parce que j'adore la rédaction, mais j'adore aussi avoir accès à un format vidéo, YouTube, podcast, etc. parce que j'aime beaucoup prolonger mon propos par l'incarnation, les gestes, la voix, le ton. Tout ça c'est des manières de travailler aussi autrement la critique qui sont extrêmement importantes et qui parlent aussi à des publics qui ne sont pas forcément les mêmes qui vont lire tel ou tel papier, enfin voilà. Et donc je trouve ça important et en fait je vois pas en quoi on serait finalement moins légitime aussi parce que parfois, il y a des films dont le public est plus enclin à nous lire, nous, ou à nous regarder, nous, sur YouTube, qu'à lire des journaux qui seront mieux placés dans l'esprit des distributeurs, mais en fait, qui ne seront pas les journaux lus par le public de ces films. Et donc, en fait, à la fois, je comprends que ça puisse faire un petit peu peur, cette manière dont ça se démocratise tellement que en fait ça vient brouiller aussi un petit peu la notion même de critique finalement, presque la définition à la fois de critique de ce que c'est en tant qu'objet et de la personne qui fait la critique, mais voilà, moi je trouve ça important qu'on reconnaisse que le format critique existe aussi réellement sur YouTube et sur le web, c'est possible. Oui, moi j'ai dans l'idée d'extension de la critique, moi je pense que la critique orale, on a d'ailleurs fait il y a quelques années un ensemble autour de ce qu'on a appelé la critique orale, c'est-à-dire ce qui peut nous venir en tête quand on est dans une situation d'oralité, mais alors plutôt en présence d'un public. Moi je la pratique pas mal en salle de cinéma, donc c'est différent des vidéos parce qu'on a la présence du public et puis on vient de voir un film ensemble, mais j'estime que c'est aussi un processus critique de
d'élaboration critique. Et après, sur le fait qu'il y aurait une moins grande légitimité ou une plus grande légitimité de l'immédiateté de la critique en ligne, mais qui est démocratisée parce que plus de gens, puisque c'est gratuit, y ont accès. Moi, là-dedans, je n'ai rien contre. Simplement, je mets l'accent sur le fait que quand il y a une publication, et il y a un processus d'édition, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un lit, quelqu'un corrige, et depuis... Un rédacteur en chef, une secrétaire de rédaction, etc. Depuis 6 ans, c'est ce que je fais principalement, ce qui me fait rater beaucoup de films. C'est très frustrant, mais par contre, être beaucoup sur les textes, pas seulement les miens, mais ceux des autres. Et donc, je tiens quand même à ce processus d'édition. Et je ne dis pas qu'il rend les critiques forcément supérieures à ce qui peut être publié en ligne, mais en tout cas, il n'y a pas d'immédiateté et il y a du travail dans ce... Mais ce qui peut exister dans les médias en ligne aussi, d'avoir une revue, une correction, une relecture, et même, je dirais, même dans les entretiens YouTube, où quelqu'un peut, avant de le publier, exercer quelques coupes de montage. Donc je pense que le côté réactivité, correction, modification... Oui, avec cette nuance que simplement quand on parle de travail, d'édition, qui peut être collectif, tout ça implique d'autres métiers, toute une chaîne, et donc se pose la question de la gratuité ou non. Peut-être nous y viendrons, parce que qui dit travail dit qu'il y a un aspect économique à avoir pour que ça continue d'exister. Je sais pas comment dire, c'est tellement une suite d'idées, de trouvailles, de personnages, que c'est tellement difficile à résumer en fait que... On dit que les temps sont durs pour les rêveurs, mais en tout cas pas pour nous, parce qu'on peut en profiter, on peut faire partager ce bonheur, et en plus on nous paye pour ça. Non, c'est une vraie idée de cinéma qui est en jeu là, dans ce film. C'est pour ça que je prends le film très au sérieux et que je ne le traite absolument pas avec un revers de main. Et cette idée de cinéma, personnellement, ne me touche pas particulièrement. Elle me laisse, effectivement, je trouve que ça sent un peu le renfermé, que c'est du pur artifice en permanence. Et moi, c'est pas ce qui me fait vibrer au cinéma. C'est pas, je sens pas... Il cite Renoir et Truffaut dans le film, enfin Renoir le peintre et Truffaut le cinéaste. Et pour moi, c'est d'une certaine façon l'antithèse de Renoir et Truffaut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la vibration. Donc voilà. Il est évidemment ici question d'Amélie Poulain et de son fabuleux destin. Désolé si je vous ai déjà mis la musique de ce film pendant toute la journée dans la tête. C'est un exemple parmi d'autres, mais il est quand même assez symptomatique de ce qu'on pourrait appeler une sorte de fracture. C'est un débat aussi récurrent entre le milieu de la critique et les succès publics ou le succès populaire. Amélie Poulain, on aurait pu aussi prendre quelques films de Luc Besson. Il y en a beaucoup d'exemples comme celui-ci, mais je crois qu'Amélie Poulain est particulièrement marquée. Quel est votre avis, Charles Bosson, par rapport à cette fracture-là ? C'est-à-dire qu'on a parfois tendance aussi à considérer que la critique a du mal à accepter un succès populaire. Alors, j'ai l'impression que c'est de moins en moins vrai aujourd'hui, où des gens très armés de manière critique, théorique, abordent le blockbuster. Je pense qu'à un moment, il a fallu vraiment défendre le cinéma de genre, le faire rentrer justement dans le viseur de la critique. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on passe presque de l'autre côté, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tout le monde a un plaisir fou à parler de Scream 6, et que de revenir justement à des essais théoriques sur des cinéastes du passé, sur Jean Epstein, je sais pas quoi, ce serait presque plus difficile aujourd'hui. Donc cette fracture, elle existe. Et effectivement, les grands succès publics ont l'air de contredire la critique, mais finalement, c'est un dialogue, et c'est toujours passionnant de voir ce qui est devenu une critique 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Réouvrir des articles d'André Bazin ou de Louis Deluc, ce qui est assez fascinant, c'est que dans ces premiers âges de la critique, j'ai l'impression... La question s'est posée, qu'est-ce que le cinéma ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend du cinéma ? C'est-à-dire qu'à travers chaque film qu'on va voir, chaque objet, il y a une question transversale qui va nous habiter, nous obséder. C'est qu'est-ce qu'on demande ? Qu'est-ce que c'est que le fait cinématographique ? C'est presque une récurrence d'une question existentielle de c'est quoi le cinéma à chaque film. Et de ce point de vue-là, chaque critique fait œuvre. C'est-à-dire chaque critique a une voix. On a du plaisir à suivre certains quotidiens, certains critiques, justement parce qu'au travers des films, au travers de ces différentes peaux, ces différentes couches, on a une voix comme ça, il y a une question dans laquelle moi, en tant que lecteur de critique, je me projette absolument. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'attends d'un film ? Et quand on relit un texte de Bazin sur William Wyler, c'est fabuleux, parce qu'on est sur la profondeur de champ, sur qu'est-ce que c'est que le coefficient de cinéma dans un film comme celui-là, qu'est-ce qui est la part du théâtre. Bon, ça, c'est des questions qu'on peut encore tout à fait se poser aujourd'hui, à l'ère des plateformes, à l'ère des séries, à l'ère du cinéma et des séries, et de ce moment qui se mélange complètement. Donc, je pense que cette quête un peu très formaliste, moi, qui vraiment me passionne,
ne s'éteint jamais et résiste aux différentes vitesses. C'est-à-dire qu'on peut se la poser très vite, on peut se la poser avec du temps. Il faut louer aussi les éditeurs de cinéma, parce qu'écrire un livre de cinéma, c'est pour un tout petit public et c'est quand même énormément de temps. Et ça permet de charpenter comme ça toute une vision et une importance, tout un écosystème de la critique. Mais tout de même, Antoine Debec, pour revenir sur Amélie Poulain, on peut parler d'un chant du cygne de la critique peut-être, et pourquoi ? Alors, Amélie Poulain, le phénomène de ce débat critique, donc c'est Serge Kaganski qui a écrit un brûlot contre le film en le donc traitant à l'époque, c'était en 2001 dans Libération. C'est un rebond de Libération et qui compare le film à un film rance. On a entendu cet adjectif tout à l'heure, c'est un adjectif assez critique, on va dire. Voilà, un film quasi d'extrême droite. Et donc ça crée une polémique intense. Alors la première chose qui est intéressante, c'est de voir qu'il n'y a que le cinéma qui peut faire ça. C'est-à-dire vraiment les autres productions culturelles, il n'y a pas ces polémiques-là. Tout d'un coup, la France entière se dispute autour d'un film. C'est quelque chose qui est quand même... C'est Truffaut qui disait que tout le monde a deux métiers en France, son métier et puis critique de cinéma. Donc là, vraiment, on est dans cette époque-là encore. Et oui, pourquoi est-ce que c'est un chant du cygne ? Parce que c'est vrai que c'est peut-être un des derniers moments, je trouve, où il y a eu ce type de polémique aussi large comme ça. Alors pourquoi justement ce dernier moment ? Qu'est-ce qui a changé depuis 2001, à part 2 tours qui se sont effondrés ? Mais qu'est-ce qui a changé ? C'est la réduction quand même de l'espace critique dans la presse traditionnelle. Alors il y a un relais par l'Internet, c'est sûr, où il y a des polémiques aussi très violentes. Parfois, les réseaux sociaux sont extrêmement violents, mais bon, c'est pas le même degré, je dirais presque un peu de qualité de polémique où on se dispute vraiment sur une controverse autour d'un film. Et là, si vous prenez tous les quotidiens de l'époque, Le Monde, Libé, l'Humanité et tous les hebdomadaires, la place de la critique a été divisée par 4, 5 ou 10 parfois. Il y a presque plus de critiques. Et ça, comment on l'explique ? Parce que est-ce que finalement le fait que cette critique puisse s'exporter sur d'autres formats, est-ce que c'est une réaction en fait à cette absence de la critique, on va dire traditionnelle dans les pages, ou c'est parce qu'elle s'est déplacée qu'il y en a moins dans les pages ? Comment expliquer cette réduction du champ de la critique dans, on va dire, la presse généraliste ? Peut-être Charlotte Garçon, si vous avez une réponse. Si on veut être optimiste, on l'est quand même, c'est que l'attitude critique s'est répandue, s'est démocratisée de fait. Et c'est-à-dire que je pense que les lecteurs et aussi les journalistes, notamment des quotidiens, pour moi, que je lis, que ce soit Le Monde, Libération ou d'autres, mais principalement ceux-là, parfois on les fait écrire nous. Enfin voilà, ils viennent d'une tradition critique, pour moi, cahier du cinéma. Donc à partir du moment où ça s'est démocratisé, et c'est tant mieux, on a peut-être moins besoin qu'il y ait un métier plus spécifique. Donc ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est qu'on a peut-être l'impression plus générale qu'il y a une atomisation et une compartimentalisation de la vie culturelle. C'est-à-dire que moi qui suis de la génération qui n'est pas vraiment connue ça, j'entends les gens de la génération d'avant dire mais en fait, moi j'étais étudiant, je lisais les cahiers du cinéma, voilà, sans être étudiant de cinéma. Vous voyez, il y avait une espèce de... les choses communiquaient. On lisait Foucault et en même temps on allait chercher son numéro des cahiers parce que dans la vie intellectuelle, les choses se répondaient. Alors que là, on a l'impression que une critique de film ne reste qu'une critique de film. Mais on n'est pas obligé. On peut Vous voulez dire que la critique n'arrive plus à s'inscrire dans un champ culturel plus large, voire social ? C'est le champ culturel lui-même qui semble s'être compartimenté comme ça. Il me semble, enfin. Oui, bien sûr. Alors, je trouve aussi quand même qu'effectivement, on nous réduit aussi des accès qui fait que ça nous contraint à avoir moins, malgré tout, d'espace d'expression. Et notamment, moi, je trouve justement, comme j'ai parfois un peu un pied dans l'influence, ou en tout cas qu'on se confond parfois un petit peu avec les influenceurs, où en fait, on a parfois des projections. En tout cas, moi, ça m'arrive d'être invitée à des projections qui ne sont pas spécifiquement des projections presse, mais qui sont des avant-premières destinées aux influenceurs, et où, en fait, je vais parfois être la seule qui parle de cinéma au quotidien, et je vais me retrouver au milieu d'influenceurs cuisine, mode, que sais-je, enfin tout et n'importe quoi. Et
très bien, mais où en fait on se dit d'accord, ce film n'est pas montré aux critiques de cinéma, on nous dit qu'il n'y a pas de projections qui sont réservées pour nous, ou éventuellement pour la presse papier et encore, et où en fait on s'aperçoit que le but de ces projections, c'est juste d'avoir tel influenceur, effectivement en cuisine ou que sais-je, qui a énormément d'abonnés, qui ne va pas du tout proposer de critique du film, mais qui va simplement faire une story sur ses réseaux où il a 200 000 abonnés, et il va dire j'ai vu tel film, sans proposer du tout d'argumentaire autour de ça. Juste une exposition. Voilà, c'est l'exposition qui est recherchée. Une exposition simple, et en fait, plus ça va, plus il y a des distributeurs qui recherchent ça, plutôt que d'avoir un argumentaire critique et risquer que cet argumentaire soit éventuellement un peu négatif. Alors après, si on se met à la place dans les distributeurs, on les comprend. Il y a des enjeux financiers importants. Ce qu'ils veulent, c'est la réussite du film. Et ils se sont dit qu'ils ont plus à y gagner. Est-ce qu'il y a une exposition avec un public peut-être d'ailleurs qui n'aime pas forcément un public acquis, qui ne va pas forcément au cinéma, mais qui peut avoir l'envie d'y aller en voyant cet influenceur cuisine, que prendre le risque de se confronter à un regard critique, si tant est que ce regard critique puisse avoir une influence négative sur le film en salle. Et le problème, c'est que du coup, quand on coupe un petit peu la réponse en phase critique, ça veut dire qu'on n'est plus du tout tenu de faire en sorte de sortir des bons films, en fait. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de réponse en face, s'il y a simplement une question d'exposition, mais en fait, ils sont plus du tout tenus à une certaine exigence et à un certain regard sur leur propre travail. Et c'est là qu'en fait, ça devient compliqué, parce que là, on se met à pouvoir servir absolument tout et n'importe quoi au public, en se disant de toute manière, il n'y aura pas de retour négatif qui soit publié. Charlotte Garçon, vous savez réagir ? C'est un mauvais calcul sur le long terme, qu'ils le sachent, de réduire la critique à la publicité. Parce que c'est ça que vous décrivez, influence, le mot est fort, mais bon, c'est de la publicité. C'est un mauvais projet de société, on pourrait dire. Donc, faut aussi ça, les distributeurs, ils n'ont pas forcément cette courte vue. Ils peuvent comprendre que l'existence, j'allais dire, d'un point de vue quasi philosophique, d'une instance critique, c'est extrêmement important pour préserver cette espèce de membrane assez fragile qu'est le spectateur. Parce qu'un critique, c'est avant tout, c'est un spectateur qui est juste un super spectateur. Un spectateur au carré, dans le sens où il prend... Un spectateur avisé, qui peut mettre en regard, en tout cas, une expérience et une mémoire. Mais en tout cas, qui prend le temps fou, qui fait le choix un peu fou de consacrer sa vie à quelque chose sur lequel un spectateur normal qui, lui, a un métier dans le monde social un peu plus sérieux, voilà, il va pas se formuler quelque chose, il va avoir des espèces de petits bourgeons de pensée, et le critique prend aussi ce risque d'exposer publiquement sa sensibilité. Donc ça, évidemment, c'est des mots par rapport à la force de frappe publicitaire. Mais je pense que savoir que s'il y a plus de critique d'art, il y a plus d'art. Il y a quand même ça qui peut rester derrière la tête. Je dirais qu'il y a une résistance. Je dirais qu'il y a une résistance aussi de ce qu'on appelle les niches, et que je crois que beaucoup de la culture avance aussi beaucoup avec des petits groupes. Et c'est vrai qu'on a vu arriver avec les moyens donnés par Internet, tout à coup des espèces de vagues de popularité pour un tweet, pour quelque chose, pour un avis court. Mais il ne faut pas oublier que le geste critique, il commence quand on sort d'un film et qu'on a besoin d'échanger. C'est-à-dire que ça, c'est un temps de toute façon qui va être long, qui va prendre plein de formes, et je pense que la critique vient justement répondre à ce besoin-là, et quelque part on n'en a jamais autant eu besoin qu'aujourd'hui. Surtout, moi, je parle par exemple du domaine des séries, parce qu'aujourd'hui plein de cinéastes font des séries, ça se mélange de plus en plus, on est assailli par les plateformes, et donc les gens ont besoin de plus, enfin moi j'ai besoin de plus que de simples recommandations publicitaire, de juste pointer sur il faut regarder ci ou ça, mais justement de trouver des manières de développer des points de vue, de faire justement entrer le domaine de la critique et de le polariser sur les objets des séries. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, Charles Besson, vous dites la critique, ça sert aussi à répondre à ce besoin, à ce désir d'échanger. Quand on sort d'une salle de cinéma, d'ailleurs, je pense qu'on est nombreux à le vivre, alors soit on est seul, on se fait ce film dans sa tête, mais on a envie d'en parler derrière, soit on le voit en groupe. Mais ça, c'est ce que justement les réseaux sociaux permettent, d'échanger instantanément. On voit justement les gens qui vont livrer leur avis, qui vont le commenter, et donc ça répond à ce besoin d'échanger. Alors vous allez me dire, ce ne sont pas des critiques qui ont décidé de consacrer leur vie à le faire, mais ça pose aussi la question à qui appartient la critique. C'est-à-dire que peut-être que ce besoin d'échanger que l'on peut retrouver, je ne sais pas, je dirais même jusqu'aux avis d'Allocinéma ou Letterboxd ou autres, peut-être aussi c'est ce que apportent ces nouveaux médias en
indirectement dévalorisant peut-être la nécessité de la critique qui répondait à ce désir d'échange. Letterboxd, par exemple, pour moi, c'est quelque chose d'assez... C'est une forme d'oxygène quand même dans le paysage de la cinéphilie, parce que tout à coup, on se rend compte que des gens, des musiciens, des artistes suivent des films ou des réalisateurs extrêmement pointus, échangent, regardent, commentent. Il y a des fois des formes longues, se renvoient des avis ou des choses. Donc je pense que tout est bon, tout ce qui peut mener à une réflexion longue et vertueux. Donc effectivement, mais moi je l'ai vu par exemple dans la musique, tout à coup on a vu arriver l'industrie musicale s'est effondrée parce que tout le monde a eu les moyens de pouvoir produire de la musique. Et quelque part, avec un peu de retard, c'est ce qui se passe aussi avec la presse. C'est-à-dire que tout à coup, on met presque à égalité, comme dit Charlotte Garçon, des choses courtes et des choses qui ont eu le temps d'être relues, retravaillées, échangées. Donc c'est, une fois de plus, tout est une question de vitesse. Et je pense que l'écosystème critique, aujourd'hui, il est extrêmement large, il est extrêmement vivant. Mais on se rend compte que ce qu'on fait là aujourd'hui, de passer 1 heure à discuter de ce thème-là, il y a de moins en moins d'espace, en tout cas à la radio, à la télévision, pour le faire. Et donc, on va les retrouver parfois dans les podcasts. Je vois plein de podcasts qui naissent en ce moment et qui est aussi un format qui permet de parler dont un le peu vôtre, longuement. Bien sûr. Non, mais qui permettent de parler un peu longuement et de se tromper, de revenir, de corriger. Je pense que ça, c'est indispensable. Alors, on a parlé juste de Letterboxd pour dire à peu près ce que c'est. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un site où on peut s'exprimer, déposer une critique et ensuite on peut suivre les personnes, on va dire, dont on ne sait pas le métier de déposer cette critique. On peut s'abonner à leur compte comme on s'abonnerait à un journal parce qu'on considère que leur avis est un avis intéressant et important. Vous avez parlé justement de niche et c'est ce que permet cette extension du domaine de la critique presque sans fin, qui est celui de l'océan du numérique. Judith Berlanda-Beauvalet, c'est ce que vous avez fait avec votre propre chaîne sur Les Demoiselles d'horreur, où vous avez exploré le cinéma d'horreur, qui est un cinéma de niche, en plus en croisant une lecture féministe. Oui, alors le but là pour le coup, c'est vrai que j'avais pas un exercice particulièrement critique sur ma chaîne, c'était surtout de l'analyse de mise en scène et de la mise en avant à travers des interviews de réalisatrices de films de genre et d'actrices de films de genre. Là, c'est vrai que moi j'avais envie de faire un focus parce que il y a des genres de cinéma comme ça qui méritent en fait, notamment le cinéma d'horreur, le cinéma de genre de manière générale. Je trouve que c'est un genre éminemment politique qui, à travers sa liberté de ton, son peu d'enjeux financiers, bénéficie d'une sorte de licence pour dire énormément de choses et mettre en avant des minorités et surtout s'inspirer pour créer ces histoires horrifiques des oppressions de la vraie vie. Et pour moi, c'est un genre populaire et intéressant pour ça parce qu'il va vraiment donner spécifiquement la parole à des types de personnages qui n'ont pas forcément la parole dans un cinéma plus mainstream ou en tout cas qui ont moins la parole. Et en fait, ça m'a permis sur YouTube le fait d'avoir cet angle de développer un propos qu'on voyait pas forcément ailleurs aussi. En tout cas, moi, je connais pas de publication papier ou en tout cas largement estimée, on va dire, dans le monde de la critique cinéma, qui permettent d'avoir ce genre de focus, ce genre d'angle récurrent. Et c'est important de pouvoir aussi développer ce genre de formats qui vont finalement servir de porte d'entrée à des gens qui ne sont pas au départ portés sur la critique. Et c'est vrai que moi, j'ai été largement suivi et remercié, et c'est toujours très agréable, par des gens qui me disaient non seulement qu'ils ne regardaient pas de films d'horreur et qui en plus ne s'intéressaient pas forcément à l'analyse, à la critique, et en fait à qui ça a servi de porte d'entrée, aussi bien dans le genre et aussi bien dans le regard justement critique et analytique. Donc c'est vrai que ce genre de plateforme et ce genre de démocratisation et le fait que n'importe qui puisse se lancer dans ce genre de plateforme, certes ça provoque une certaine saturation, on va dire, des contenus évidemment, mais ça permet aussi quand même de s'adresser à des personnes qui ne se reconnaissent pas spécifiquement dans l'outil critique tel qu'il est connu de façon plus traditionnelle. Mais toute la question est là par rapport à ces nouveaux formats, et là je ne parle pas que du vôtre, je parle de Letterboxd ou autre, c'est que qu'est-ce qui va faire que ça va être une porte d'entrée ou une ligne d'arrivée. Si c'est une porte d'entrée, je pense que tout le monde va se dire c'est très bien. Si c'est une ligne d'arrivée, on en voit évidemment les limites. Mais on va continuer à aborder ensemble toutes ces questions. France Culture. Oh, vous savez, moi, les acteurs... N'allez pas au cinéma ? Jamais. D'ailleurs, je vais nulle part. Même au shot, j'y veux pas. La Fabrique de l'information. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. François Seltiel. Et nous sommes en compagnie de 4 journalistes, critiques, historiens. Charlotte Garçon, qui est rédactrice en chef adjointe des Cahiers du cinéma. Charles Bosson, qui est critique de cinéma, auteur de ce podcast Overtime, consacré à la critique série, qui est sorti en avril dernier avec Judith Berlanda-Beauvalet, qui travaille pour le média en ligne Écran Large, et également bien la mère des Demoiselles d'horreur dont elle vient de parler, et l'historien Antoine Debec, qui on aborde à quelques jours de ce festival
Festival de Cannes qui aura lieu mardi. La question de la critique, sa raison d'être, ses évolutions, ses mutations. Peut-être l'une des évolutions, Antoine Debec, vous allez nous le dire, parce que souvent on a l'impression que ce sont des évolutions, puis on fait appel à un historien qui dit ça a toujours existé, ça. On parle de la politisation, justement, de la critique. On la sent, on en a un petit peu parlé tout à l'heure lorsque, avec Charlotte Garçon, on parlait de la question du contexte et de l'œuvre. Est-ce qu'il y a une politisation que vous repérez, qui est significative, ou alors la critique a toujours été politisée? Je dirais qu'il y a une politisation et j'ai un double mouvement dans la critique, c'est une politisation et une féminisation de la critique. C'est des choses très importantes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a à peu près une parité dans la critique. Il y a même des revues comme les Cahiers du cinéma qui ont tenu à avoir une parité dans leur conseil de rédaction. Et ce sont des choses qui sont à la fois importantes, nouvelles au sens où voilà, bien sûr, on a toujours parlé politique aussi en faisant des critiques de cinéma, et puis il y a eu d'importantes critiques femmes dans l'histoire, hein. Mais je pense que c'est quand même un mouvement qui reflète de toute façon un état social avec la prise de conscience, hein, que voilà, il est important de parler d'un certain nombre de thèmes, de défendre les minorités, de défendre un certain nombre de films et de les aborder à travers non seulement cette défense, mais une lecture véritablement politique des films. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très, très fort aujourd'hui et qui me semble très important. Alors, le moment, en historien, je dirais, à quoi ça me fait penser, je pense que c'est le moment des années 60, hein, qui est, peut-être un âge d'or critique, hein, mais où, dans les possibles de la critique, on trouvait cela. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, les critiques sont confrontés à des films qui viennent du monde entier. Tout d'un coup, on n'est plus seulement devant les films hollywoodiens, les films français, les films italiens, mais aussi devant des films brésiliens, des films japonais, des films africains qui commencent à arriver. Et donc, on ne peut plus parler de la même manière des films. Et il y a à travers ce qu'on a appelé le nouveau cinéma, hein, dans les nouveaux cinémas dans les années 60, il y a une vraie prise de conscience politique de la critique qui, d'une certaine façon, fait partie, ce mouvement de politisation de la critique fait partie aussi de ce qui va arriver en 68. Hein. Voilà, le cinéma et les critiques de cinéma ont été d'une certaine manière au premier rang, hein, dans les mobilisations et les manifestations de 68. Pas oublier que 68 commence à la Cinémathèque française en février, quelques semaines avant mai 68. Et de la même manière, les années 60... peut-être parce qu'il y a beaucoup de critiques de cinéma, hein. C'est un moment fort de la critique des femmes. Enfin, il y a pas mal de femmes, beaucoup de femmes critiques, hein, dans beaucoup de journaux, de quotidiens, d'hebdomadaires, de revues, et surtout un éventail de prises de position, je dirais, depuis France Roche, qui est un peu une vedette une critique un peu légère comme ça aux Parisiens, à François ou à la télévision, jusqu'à Michel Firck, qui est une critique féministe très politisée, qui finira d'ailleurs par mourir aux côtés de Che Guevara au Guatemala. Donc voilà, et je pense que c'est quelque chose qui a disparu ensuite et qui aujourd'hui, alors de manière peut-être plus volontaire, plus volontariste, est en train de revenir. Donc ça, je pense que c'est ce double phénomène de politisation et de féminisation, il me semble important. Vous avez parlé justement d'être au premier rang. Il y a eu évidemment toutes les affaires de violences sexistes et sexuelles, où là aussi la critique a été au premier rang, parfois même accusée d'avoir été au premier rang, tout en restant silencieuse. C'est vraiment pas pour nier la responsabilité. Je pense que la responsabilité, il faut qu'on la prenne. Et dans mon petit texte, c'est vraiment une façon pour nous, pour tout le titre, d'exprimer qu'on reconnaît cette responsabilité et la façon dont on a contribué
à laisser, en tout cas, à ne pas se lever face à un système et à des comportements qui auraient dû être dénoncés et qui n'ont pas été dénoncés. Ce qui était appelé transgression, c'était la liberté toute puissante de certains cinéastes de faire subir des violences sexuelles. Ça fait partie de notre histoire. Et c'est ce qui conduit aujourd'hui à dire oui, on a été partie prenante de ce système. La voix de Valérie Hurier, donc, qui est journaliste à Télérama. Charlotte Garçon, les cahiers du cinéma aussi ont traité de ce sujet, de cette toute-puissance de ces cinéastes, de ces réalisateurs. Quel est votre avis? Vous êtes déjà exprimé dessus, mais sur la place, le rôle qu'aurait dû tenir, qu'a tenu le monde de la critique. Alors encore plus au cahier du cinéma aussi, parce qu'on l'a rappelé tout à l'heure qu'il y a une histoire presque fusionnelle entre les auteurs et les réalisateurs et les journalistes, ou du moins les critiques. Alors je pense que ce qui s'est passé avec MeToo, ça se joue quand même dans le domaine du droit, du travail. Et donc c'est plus, moi d'abord en tant que citoyenne, disons, que j'ai été mobilisée par ça. Donc après, que ce soit plus dans le domaine des arts du spectacle ou du cinéma de manière radicale, enfin vu de manière plus forte, parce que ça met un coup de projecteur. Voilà, pour moi c'était un peu marginal. L'important c'était l'accès, la judiciarisation des choses. Et après, sur le rôle de la critique, malgré tout, pour moi, il est quand même en bout de chaîne, quoi. Il est quand même très marginal, parce que, en tout cas, pour la critique spécialisée, nous, on n'a pas une armée de journalistes formés pour faire des enquêtes. Donc, on les lit, les enquêtes. Bien sûr. Après, ça repose la question de l'importance du contexte ou pas lorsqu'on va traiter d'un cinéaste, lorsqu'on va revenir justement sur son œuvre. Est-ce qu'on mentionne de nouveau, ou est-ce qu'on mentionne les affaires judiciaires qui sont en cours? Est-ce qu'on en fait abstraction? Est-ce qu'on n'en parle pas du tout? Quel positionnement on tient? J'imagine que c'est des questions que vous vous êtes posées au sein d'une rédaction comme la vôtre. On se les est posées d'abord au moment de MeToo. Mes prédécesseurs ont écrit toutes sortes de textes là-dessus, et prédécesseuses surtout. Mais nous, en février 2024, j'ai proposé à mes collègues femmes de faire tout un numéro, disons, non mixte, pour une fois, mais plutôt qui était une sorte de point d'étape pour savoir où on en était, pas seulement de la question des violences sexistes et sexuelles, mais aussi des femmes en place et en poste dans le cinéma, et de ce que c'était en train de changer, donc y compris dans les regards. Et donc on s'est aussi nous-mêmes posé la question. On a fait une table ronde sur en quoi le fait d'être des critiques femmes, ça modifiait notre regard sur les films. Et à cette occasion, je me suis souvenue que pour moi, la cinéphilie qui pour moi est née dans l'enfance, en fait, j'ai été très sensible à ces questions de représentation des femmes, mais surtout des femmes comme étant sexualisées dans les films, et des jeunes filles comme étant sexualisées dans les films. Et donc ce côté, si vous voulez, scabreux, objectifié, qu'on a dénoncé récemment, en réalité, je pense quand même que quand on est une critique femme, on le flaire tout de suite et depuis longtemps, si vous voulez. Et donc, c'est l'une des composantes dans l'attitude critique qu'on va avoir face à un film. Ça, c'est présent, quel que soit le contexte. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a un biais. Judith Berlanda-Beauvalet, peut-être une réaction? Oui, moi, c'est toujours un sujet que je trouve compliqué, parce que c'est vrai que la critique, on a beau effectivement arriver en bout de chaîne, c'est quand même l'exposition constante et la célébration constante qu'on maintient autour de figures comme on dirait problématiques aujourd'hui, en tout cas des figures d'agresseurs, tout ça, que en fait on a quand même un rôle vraiment à jouer. Et en même temps, c'est difficile d'être les premiers à prendre le parti de se dire dans ces cas-là, je ne donne plus d'exposition à cette personne, je ne parle plus de ces films, parce que donc on va nous avancer la séparation de l'homme, de l'artiste, qui est jamais concrète, qui est jamais réelle. Et donc voilà, il faut à la fois qu'on parle quand même d'un certain nombre de films, et des agresseurs, il y en a tellement partout que de toute manière, si on arrête complètement d'en parler, on n'écrit plus. À ce point-là ? Oui, pour avoir travaillé sur les plateaux, oui. Et donc c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que par exemple nous, à Écran Large, et en tout cas moi personnellement, j'essaye aussi systématiquement que possible, quand je parle d'un réalisateur qui est spécialement, ou un acteur qui est spécialement visé par des plaintes, par des témoignages, c'est quand même de le rappeler sans du tout me substituer à une décision de justice, évidemment, mais quand même ne serait-ce que le rappeler pour que ça reste présent à l'esprit des gens, et ne pas être dans l'exposition gratuite de personnes dans la machine de qui on remet des pièces toujours grâce à notre exposition et grâce à notre célébration de leur travail. Donc c'est important, et en même temps, on n'est jamais dans une position
parfaite en fait vis-à-vis de ça. Donc il faut le garder à l'esprit, il faut essayer d'adapter ce qu'on dit sur cette personne, d'avoir une responsabilité vis-à-vis de l'exposition qu'on lui donne, mais il n'y a pas de solution encore idéale, je dirais. Charles Bosson. Je dirais que c'est depuis MeToo, effectivement, on sent une espèce de grand réexamen général. Je pense que plus personne n'écrit tout à fait de la même manière, plus personne ne regarde les films tout à fait de la même manière, qu'on questionne beaucoup plus son regard sur les représentations, etc. Mais ça n'est effectivement... Déjà avant, je pense à un article de Pauline Kael magnifique sur Les Dents de la Mer, où elle compare cette scène où tout à coup les hommes dans le bateau comparent leurs cicatrices, et à la fin la pire cicatrice c'est un cœur brisé parce qu'une femme leur a brisé le cœur, et elle s'en amuse en disant que finalement ils seront tous broyés par la mâchoire du requin. Donc c'est des questions de masculinité, de déconstruction. Elles ont fait leur chemin vraiment dans la critique, et il y a eu de grandes voix féminines, de grandes voix queer, mais effectivement aujourd'hui elles sont très mises à l'honneur, soit que les cinématographies. Là on redécouvre en ce moment Anya Bryan, grande cinéaste norvégienne. Voilà, c'est tout à coup 6 films ressortent en salle, on écrit dessus, on pense, et on sent que l'histoire du cinéma est en train d'être complètement un peu remodelée, un peu bousculée par l'arrivée de toute une nouvelle génération, voilà, de réalisatrices de toute l'histoire et de tous âges. Quand on met Ackerman comme ça, voilà, on redécouvre Chantal Ackerman. On a toujours aimé et célébré Chantal Ackerman, mais tout à coup, ça prend une place nouvelle et peut-être dans des nouvelles cinéphilies, et via Letterboxd, via de nouveaux outils. Donc effectivement, je pense qu'il y a eu un vrai séisme, mais qui n'a pas tellement, qui a plutôt été très stimulant en réalité. Moi, je l'ai vécu et je le vois comme ça. Et ensuite, je pense qu'il faut jamais avoir peur des films. C'est-à-dire que un film, il arrive toujours avec des a priori, et je pense que rien n'est plus vivifiant que de remettre le nez dedans. On a une collègue qui s'appelle Muriel Joudet qui a écrit un livre qui s'appelle La seconde femme sur des actrices et des vies d'actrices, et elle partait avec le présupposé que ça allait être un livre très triste sur des femmes un peu esselées, et elle s'est rendue compte en écrivant ces mini-biographies que c'était non seulement très amusant, mais que chaque femme avait trouvé un parcours extrêmement original pour justement déminer et contourner ses dictates. Donc voilà, l'histoire est toujours plus surprenante que les a priori qu'on peut en avoir. J'entends ce que vous dites, qu'elle est surprenante, et puis en vous entendant qu'elle va plutôt dans le sens d'une meilleure conscientisation. Néanmoins, si on prend un exemple très récent qui est celui de Michael Jackson, avec des faits avérés sur des questions de pédophilie, ça n'empêche pas d'être peut-être aujourd'hui un des plus grands succès en salle en France. Ça prouve une fois de plus que la critique est une petite voix dans cet écosystème gigantesque, et la critique est quand même assez généralement négative, et ça n'empêche pas le public d'apprécier le film et de garder l'idole un petit peu à sa place. N'empêche que le chemin commence quand même de réexamen, et que tout le monde est quand même conscient que le film s'arrête à un moment très commode, et que c'est une représentation un peu tordue et très biaisée. Dans ce film, en tout cas, je dirais même qu'il s'arrête au moment où il devrait commencer. La question est de savoir est-ce qu'il y aura une suite ou pas. En tout cas, ce sera beaucoup plus compliqué à mettre en place. Charlotte Garçon, vous souhaitez réagir? Ça, c'est des questions de production. Qui produit ces films, et qu'est-ce qu'on peut y dire quand c'est produit par le estate de Michael Jackson en l'occurrence. Mais ce qu'on peut espérer aussi, c'est qu'une œuvre déborde son auteur. Et c'est là l'intérêt de penser aussi un peu les choses dans le temps. C'est que quand les cinéastes sont morts, d'une certaine façon, ça nous arrange bien, parce que, comme disait Judith, il y a quand même un sacré paquet de salopards, si on regarde, et de patrons de studios du grand Hollywood, de l'âge d'or, etc. Donc il y a aussi cette question quand même de la temporalité, et du fait que une œuvre, et a fortiori des films qui sont des œuvres collectives, heureusement, sont parfois plus intéressantes que leur auteur. Et donc il ne s'agit pas de séparer l'homme et l'œuvre dans une question de responsabilité. Il s'agit, nous, critiques, d'étudier une œuvre qui heureusement, quand c'est une œuvre en fait vraie, dépasse son auteur et ses intentions. Alors, je ne vais pas vous demander pour finir cette émission votre top 3 des recommandations, ça serait complètement contre-productif. Néanmoins, je vais vous demander une question tout aussi difficile. À vous, Antoine Debec, en tant qu'historien, de vous projeter vers l'avenir, ce que je ne sais pas du tout votre fonction et votre rôle, mais l'avenir de la critique. Quand même, je suis aussi, je suis moins critique qu'avant, mais quand même, et donc je trouve. Alors moi, je suis très optimiste sur l'avenir de la critique, comme je suis optimiste sur l'avenir du cinéma, en fait. Voilà, je pense que cette extension du domaine de la critique, pour moi, elle est très stimulante. Parce que ce qu'on entend aussi par rapport à cette critique,
voilà. C'est fini la critique, c'est fini le cinéma. Tous les critiques, tout ça, c'est un petit milieu qui n'ont aucune influence et ça en aura de moins en moins. Je pense que c'est un faux débat, fait. Ce qui me semble important, c'est que la critique, comme l'a dit Charlotte tout à l'heure, il n'y a pas de cinéma sans critique. Et je pense que voilà, je suis même persuadé que aussi bien l'Internet que la presse papier traditionnelle ne sont pas condamnés à disparaître. Mais la vie critique sur ces médias n'est pas condamnée à disparaître. Surtout qu'elle est même intéressante, parce qu'on n'en a pas parlé, mais comme on est sur des chaînes YouTube, on a l'image, on a aussi une manière d'analyser les images, c'est toujours intéressant lorsqu'on parle de cinéma. Mais puisqu'on sait que ce secteur, on va dire, est en crise, de me dire que la crise est assez structurelle et permanente, mais néanmoins, on pourrait aussi attendre de la critique qu'elle soit dans une position de défense du cinéma d'auteur, de défense du cinéma français. Or, j'ai l'impression que les critiques n'ont pas forcément envie d'être missionnés pour défendre qui que ce soit, Charlotte Garçon. Oui, c'est-à-dire que ce serait anticritique si on était missionné. De même qu'à mon avis, arriver avec une grille idéologique, c'est un problème, c'est anticritique. Il faut accepter. Je pense que la position critique, elle est une sorte de place qui est une non-place. Et certains d'ailleurs se trompent en croyant qu'ils sont des assis, qu'ils ont un pouvoir, qu'ils sont des juges. Ça n'est pas vrai. Il y a une forme d'évidement, de creux. Il faut garder cette mise en crise, disons étymologiquement, qui caractérise la critique. Voilà, la critique est peut-être une non-place. Pourtant, vous avez pris place dans cette émission et je vous en remercie de la Fabrique de l'Information, tous les quatre, Charlotte Garçon, Charles Bosson, Judith Berlanda-Beauvalet et Antoine Debec. On peut bien sûr vous voir, vous écouter et vous lire lors de vos publications respectives. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à quelques jours de cette prochaine édition du Festival de Cannes. À la réalisation de cette émission, c'était comme chaque semaine Sorge Leroy, à la préparation Joséphine Reynartz, aux caméras, car cette émission est filmée, Félix Delacour. Merci à tous.